Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Mohamed El Menjra, spécialiste en transformation rapide. Réussir sans divorce, c'est la suite aujourd'hui. On va voir l'importance de se faire accompagner par les bonnes personnes pendant cette période et on va voir comment rester attentif à l'intérêt des enfants. Comment le couple doit s'arrêter, mais la famille doit absolument continuer. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Bonjour, Monsieur Mohamed El Menjra. Bonjour, Manel. Comment allez-vous? Ça va, ça avance, ça va. Il est quelle heure chez vous? Chez nous, il est 7h du matin. Et ça va, ça a été le réveil? Un peu difficile, ça va, surtout avec le ramadan, pas évident, mais ça va. Ça va, je vous remercie en tout cas pour l'effort. 6h du matin, c'est quand même un énorme effort. Je vous remercie, Monsieur Mohamed El Menjra. Alors aujourd'hui, c'est la suite. Toujours un bonheur d'être avec toi et avec tous les auditeurs et auditrices. Merci beaucoup, c'est très gentil. Réussir sans divorce, c'est la suite. Aujourd'hui, il nous reste encore beaucoup de choses à voir. Un petit rappel, si vous permettez, j'ai une question que je vous ai déjà posée la dernière fois, mais à vous reposer parce que j'ai reçu pas mal de questions sur Instagram qui vont dans ce sens-là. Faut-il rester sous le même toit pendant la période du divorce, le temps d'arranger les choses? Il faut vraiment éviter cela parce que les enfants captent beaucoup les tensions qui sont dans le couple. En plus de ça, durant cette période, les deux parents sont très irritables, très irrités, très énervés. Ils peuvent, dans certains comportements, se faire du mal l'un l'autre. Donc moi, je préfère, si c'est possible, de minimiser la période où les deux partagent le même toit pendant cette période de divorce. Minimiser, vous dites, mais des fois, on peut le comprendre, c'est un passage obligatoire. On n'a pas le choix. Exactement, Monsieur Mohamed El Menjra. Alors aussi, les conséquences de la rupture de communication pendant cette période. Si on divorce, Monsieur Mohamed El Menjra, c'est clair, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être même au niveau de la communication, il y a une certaine rupture. Mais si cette communication continue, cette rupture de communication continue pendant la période du divorce, est-ce que ça peut encore empirer les choses? Oui, ça peut empirer les choses parce que ça ne va pas permettre une solution à l'amiable. L'objectif durant la période de divorce, on se marie avec une personne, on souhaite partager, on arrive à la conclusion qu'on ne veut plus partager notre vie avec cette personne, il faut qu'on trouve un moyen de se défaire de cette relation, de se séparer de cette relation, d'arrêter cette relation. Et donc, tant qu'on arrive à dialoguer et communiquer, on va pouvoir trouver des solutions. Alors, quand il n'y a pas d'enfants, c'est vrai que le processus est beaucoup plus simple parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais quand il y a des enfants, les enjeux sont très complexes. Il y a la scolarité, il y a la prise en charge financière, il y a la prise en charge logistique des enfants. Et c'est pour ça qu'il faut absolument maintenir toutes les conditions possibles pour pouvoir dialoguer et communiquer. Magnifique. Et c'est quand même compliqué. Hein. Des fois, il y a déjà une rupture de communication pendant qu'on est en couple et quand on décide de rompre, aller vers l'autre, essayer de discuter, c'est très important. Vous allez nous expliquer aussi pendant cette émission, si vous permettez, Monsieur Mohamed El Menjra, s'entourer de quelles personnes pour essayer d'arranger les choses, parce que quand on est mal entouré aussi pendant la période du divorce, ça peut être vraiment très dangereux et pour nous et pour les enfants en cas d'enfants. Alors, Monsieur Mohamed El Menjra, on va parler maintenant d'enfants finalement, parce qu'on a beaucoup parlé de couples. Divorcer quand on a des enfants, les erreurs à éviter. Première erreur, s'il vous plaît. Il faut être direct. L'erreur que les parents font, ils se disent les enfants sont trop petits, les enfants ne vont pas comprendre, les enfants, on n'a pas à tout leur dire. Plus vous êtes direct avec les enfants, plus vous leur expliquez la situation, et mieux ça sera pour eux. Comprendre aussi, il faut expliquer ça aux enfants, que si papa et maman ne sont pas sous le même toit, ils resteront quand même leurs parents. Donc avant, ils avaient un modèle où les deux parents habitaient sous le même toit. Maintenant, ils vont avoir un nouveau modèle où les deux parents, chacun habite quelque part. Donc, et surtout, ça c'est la deuxième erreur à éviter, c'est leur faire comprendre que jamais ils n'auront à choisir entre un parent ou l'autre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de monnayer la garde des enfants, qui essayent d'utiliser les enfants comme un outil de négociation.
Et ça, c'est très mauvais pour les enfants. Donc, être direct et leur faire comprendre qu'il n'y a pas, pour eux, il n'y a pas de choix. Chaque parent a sa place et chaque parent maintiendra sa place. La dernière fois, monsieur, c'est aussi comme rappel, si vous permettez. La dernière fois, monsieur Mohamed Manjra, sur Facebook, j'ai partagé la story pour annoncer le sujet. J'ai reçu un message très touchant d'un ami sur Facebook. Il a plus de 60 ans. Il est en période ou en instance de divorce et il dit « Mes enfants sont adolescents et la maman essaye de couper tout contact entre moi et eux. Il est fort touché, 60 ans, divorcé. Je suppose que la femme, son ex aussi, elle a le même âge. À cet âge, j'ai encore essayé d'instrumentaliser les enfants. Je l'avais dit et je le répète, un enfant instrumentalisé est un enfant maltraité. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui sont peut-être en train d'essayer de manipuler ou instrumentaliser les enfants pendant la période du divorce? C'est très douloureux pour cette personne. C'est vrai que beaucoup de gens essayent de monnayer, essayent de manipuler, essayent d'utiliser les enfants pour faire du mal à l'autre ex-conjoint. Et ça, c'est bien sûr, on sait que ce n'est pas une bonne chose. Mais je peux dire qu'avec le temps, les enfants reviennent. Avec le temps, les enfants comprennent quand il y a un peu plus de recul. Donc, si jamais certains parents ont des comportements comme cela, je leur dis faites très attention parce que ce que vous êtes en train d'essayer de faire en manipulant vos enfants maintenant, le jour où les enfants vont se rendre compte de ce qui se passe, ça va se retourner contre eux. Il faut vraiment faire attention. Construire une relation saine avec les enfants, maintenir et garder le cap pour que les enfants sentent que l'environnement dans lequel ils sont reste sain, même si les parents ne sont pas d'accord, c'est la chose à faire. Donc vous dites là, les enfants reviennent, d'accord, les enfants reviennent, les relations peuvent revenir, mais ça laisse des blessures profondes. On a déjà blessé l'enfant, ce qui est fait pour moi c'est trop tard. Donc vaut mieux prévenir que guérir. Monsieur Mohamed Manjra, ce sont des enfants qui vont finir à aller consulter des psys et des psychothérapeutes une fois adultes parce qu'ils ont été fort blessés pendant leur adolescence ou enfance. Moi j'ai vu des cas catastrophiques, j'ai vu des cas où certains enfants sont appelés à témoigner contre leurs parents. J'ai vu des cas où la maman va mentir en disant que le père la battait alors que ce n'était pas vrai. J'ai vu des choses difficiles. Je maintiens l'idée que quand on sent que les choses ne vont pas, il faut accélérer la procédure de divorce avant que les choses ne dégénèrent. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. Et les premières victimes de ce genre de comportement, de ce dérapage, de ce manque de civilité entre les deux ex-conjoints, en fin de compte, c'est eux qui deviennent enfants. Les parents, au lieu qu'ils donnent l'exemple aux enfants en montrant une maturité au moment de la séparation, les enfants se retrouvent, eux, à avoir des comportements entièrement puérils et méchants et mesquins, et ce n'est pas une bonne chose. Je vais revenir un peu plus tard dans l'émission au fait de faire appel au témoignage d'un enfant contre un des parents au tribunal. Déjà, le fait qu'un enfant se retrouve face à un juge, c'est très violent. On va revenir à ce point-là, si vous permettez, pendant l'émission, Monsieur Mohamed Manjra. Vous parlez d'annoncer aux enfants, communiquer et annoncer aux enfants le divorce. Quand annoncer? Surtout pas, c'est mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, le soir même de la prise de décision, parce qu'on a nous-mêmes, on n'a pas encore toutes les réponses. Tu as parfaitement raison. Quand les parents ont pris la décision, bien sûr, il faut la laisser mûrir quelques jours, voire peut-être quelques semaines. Mais quand ils vont commencer les démarches, quand ils vont commencer les préparatifs, il faut absolument être direct, parler aux enfants, que tous les enfants soient présents, que les deux parents soient présents. Il faut parler calmement. Il faut expliquer aux enfants que c'est le début d'une nouvelle période, que les parents seront toujours là, et au moins, ça permet aux enfants de comprendre. Ce qui est très dangereux pour les enfants quand on parle d'annonce de divorce, c'est qu'ils l'apprennent d'une tierce personne. Et là, ça fait mal. Donc, surtout pas le jour même, laisser mûrir la décision. Et une fois on a toutes les réponses, parce que l'enfant aussi va se poser des questions, le pourquoi du comment, une fois on a toutes les réponses, on lui annonce la nouvelle. Quand est-ce qu'on peut faire appel, Monsieur Mohamed Manjra, à un psy ou un psychothérapeute pour faire accompagner l'enfant pendant cette période? Est-ce que c'est obligatoire ou quand est-ce que je fais ça? Non, ce n'est pas obligatoire. Moi, je recommande de ne pas le faire durant la période de divorce. Il faut par contre discuter avec l'enfant, il faut rassurer l'enfant. Je conseille qu'il y ait
des membres de la famille, un cousin, un oncle, une tante, un grand-parent, qui parlent avec les enfants, qui les rassurent pendant cette période, le temps que la procédure se mette en place et le temps que les enfants reprennent leurs nouvelles habitudes dans leur nouvelle vie. Si on voit qu'après le divorce ou pendant le divorce, il y a des changements graves dans le comportement de l'enfant, une déscolarisation, de mauvaises notes à l'école, l'enfant ne dort pas, ne mange pas, a très mal, des douleurs des fois dans le ventre, qu'il somatise. Quand il y a ces comportements, là on peut consulter. Mais ça ne doit pas être une habitude. On divorce, on amène les enfants, c'est le psy. Ça ne doit pas être une habitude. Justement, une question d'une auditrice sur Instagram. Je veux juste rappeler à mes auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Sana, elle a divorcé depuis 1 an et elle dit les résultats de ma fille ont beaucoup chuté à l'école. Elle se demande pourquoi pourtant les habitudes n'ont pas changé. Donc là, on est 1 an après le divorce et elle dit les résultats ont chuté. Qu'est-ce qu'elle peut faire, monsieur Mohamed El Menjra? D'abord, essayer de comprendre par rapport aux notes, parler au professeur, parler à l'enfant, essayer de voir ce qui se passe. Et si effectivement, là, elle sent qu'il y a des choses qu'elle ne maîtrise pas ou peut-être que l'enfant ne veut pas communiquer, à ce moment-là, elle peut demander de l'aide externe. Mais il ne faut pas encore, avec l'éducation des enfants, croire que chaque fois qu'il y a une baisse de notes, qu'il y a un problème. Il peut y avoir une baisse de notes parce que tout simplement, les matières deviennent plus difficiles ou peut-être que c'est des choses qui n'intéressent pas l'enfant. On ne peut pas toujours ramener les notes de la scolarité par rapport à l'état de l'enfant. Ça peut nous donner une idée, mais il ne faut pas, moi je dis aux parents, soyez rassurés, la scolarité des enfants, c'est des hauts et des bas, c'est des moments difficiles, mais ce n'est pas parce que l'enfant a une légère baisse de notes qu'il faut absolument s'affoler. Par contre, ce que je demanderais à ce parent, c'est d'observer les autres habitudes. Est-ce que cet enfant dort bien? Est-ce que cet enfant mange bien? Est-ce que cet enfant continue à être social avec ses amis? Est-ce que ces enfants essayent de faire des activités? C'est ça qui est important pour moi. Moi, je suis beaucoup plus préoccupé du comportement de l'enfant. Un enfant qui s'isole tout seul, un enfant qui ne veut pas parler, un enfant qui ne veut pas partager, un enfant qui ne veut pas communiquer, un enfant qui s'enferme constamment dans sa chambre, ça, pour moi, c'est beaucoup plus problématique qu'une baisse au niveau des notes. L'enfant aussi doit faire le deuil, monsieur Mohamed Menjra, parce que la dernière fois, vous nous avez donné des astuces pour faire le deuil d'une relation. L'enfant aussi doit faire le deuil de cette relation? Pas nécessairement. Lui, il n'a pas de deuil à faire, puisqu'il garde son père et il garde sa mère. Il doit juste, commencer à apprendre à s'habituer au fait de voir son père séparément de sa mère. Mais il n'y a pas de deuil à faire. Lui, il n'a pas perdu. Il n'a pas perdu un parent. Par contre, l'autre personne qui perd une relation, oui, elle a un deuil. D'accord. Monsieur Mohamed Menjra, vous avez parlé des habitudes. Et c'est important que l'enfant garde les mêmes habitudes, la même école, les mêmes activités, les mêmes copains pendant cette période de divorce. Des fois, on le dit, le divorce fait de pauvres. On fait une entité quand on est en couple. Financièrement, on est bien, mais des fois, ça fait de pauvres. Et on a du mal à continuer les mêmes habitudes. L'enfant aussi, peut-être par moment perd certaines activités, par manque de moyens. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il faut essayer au maximum de maintenir les mêmes repères, les mêmes habitudes. On faisait ça avant, on faisait ça avant, on faisait ça avant. Il faut essayer. Mais des fois, il peut y avoir des éléments qui font qu'on ne peut pas maintenir ça. Il faut expliquer à l'enfant. Aujourd'hui, nous passons par des moments difficiles sur le plan financier. Il ne faut jamais s'excuser par rapport aux enfants de ne plus pouvoir faire certaines activités pour des raisons financières. Il faut expliquer le pourquoi et le comment. Il faut leur dire que dès que la situation s'améliore, ces activités vont être prises, mais il ne faut pas s'excuser. Il ne faut pas... Et c'est ça, c'est une erreur que font beaucoup de parents, c'est que quand ils divorcent, ils veulent surcompenser le problème du divorce en étant trop dans le matérialisme. On va trop acheter de choses, on va tout faire pour faire plaisir à l'enfant. Attention, l'enfant, il ne doit pas être malheureux. Non, l'enfant, il peut être malheureux parce qu'on ne lui a pas acheté quelque chose ou parce qu'il va arrêter une activité. Ce n'est pas la fin du monde. Le plus important, c'est le côté émotionnel.
Il faut que l'enfant sente qu'il a toujours l'amour de son père, qu'il a toujours l'amour de sa mère et qu'il est important et qu'il est valorisé. C'est ça le plus important. C'est le côté émotionnel. Je comprends ce que vous dites, Monsieur Mohamed Menjra. C'est aussi important de ne pas aller dans les deux extrêmes. Pardon. Oui. Mais ce qui se passe le plus souvent, statistiquement parlant, c'est que on a du mal à continuer les mêmes activités, la même école, la même maison, parce que financièrement, ça devient de plus en plus difficile. Le divorce fait rarement de riches. Il fait plus de pauvres que de riches. Donc, dans ce cas-là, que faire? Comment expliquer à l'enfant, papa ou maman ne peut plus te payer telle et telle chose? Comment parler à cet enfant qui perd certaines activités aux moyens financiers? Il faut lui dire, trouver des activités alternatives. Si avant il faisait du judo ou du karaté dans une certaine salle et que là il va s'inscrire dans une autre salle qui est à côté, qui est peut-être un peu moins chère, eh ben c'est pas la fin du monde. Il y a des réalités, et c'est vrai, un divorce des fois, pour les enfants, ça veut dire aussi que dans certains cas, il y aura une baisse de la qualité de vie sur le plan financier, mais à ce moment-là, il faut trouver une solution pour que les enfants comprennent, et beaucoup d'enfants, attention, avec le temps, ils vont s'en sortir meilleurs, ça va développer en eux une résilience, ça va développer en eux une force, une volonté de s'accrocher, mais il faut qu'ils soient fiers de qui ils sont. Il faut que les enfants, quelle que soit la situation de leurs parents, soient fiers de ce qu'ils ont, soient fiers de ce qu'ils font, soient fiers de leur école. Il faut leur apprendre cette fierté. Il ne faut pas leur inculquer ce besoin de s'excuser que maintenant, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant. Ça s'appelle la vie, ça. Ça s'appelle la vie, effectivement, mais pour un enfant, ça peut être cruel par moment. Sana, elle a réagi à ce que vous avez dit, Monsieur Mohamed Menjra. Il dit, le problème, ce n'est pas uniquement les notes à l'école, mais elle devient de plus en plus violente. Elle parle de sa fille. Voilà, donc là, ça veut dire que, voilà, exactement, c'est ce que je voulais savoir. Donc, en plus de la scolarité, la baisse de la scolarité peut être un symptôme, mais s'il y a d'autres choses comme une violence, comme quelque chose qui la gêne, c'est important qu'elle parle à quelqu'un. Est-ce que c'est possible qu'elle parle à quelqu'un de la famille? Si ce n'est pas possible, absolument qu'elle ait quelqu'un à qui parler. Parce que laisser l'enfant garder ça en lui, laisser l'enfant ruminer dans sa tête, laisser l'enfant se dire des choses lui-même tout seul, c'est ça qui est mauvais. Magnifique. Monsieur Mohamed Menjra, encore beaucoup de questions, mais si vous permettez, je vais devoir prendre une courte page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Mohamed Menjra, spécialiste en transformation rapide. Réussir sans divorce, c'est la suite aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Ala et Mina, bonjour sur Instagram, bonjour. Alors, Monsieur Mohamed Menjra, qui doit garder les enfants en permanence pour leur sécurité émotionnelle? La garde des enfants, ça pose beaucoup de problèmes. Pour vous, qui doit garder les enfants? Si les choses se passent bien, il faudrait que ce soit un des parents de préférence. Des fois, ils n'ont pas le choix, ils doivent habiter pour un certain moment chez des grands-parents, chez des amis ou des oncles. Mais il est préférable que les enfants restent au domicile où ils sont, quand les moyens financiers le permettent, quand les accords le permettent. Donc ça, c'est quelque chose d'important, qu'ils restent chez eux, qu'ils restent dans leur chambre, qu'ils restent dans leurs repères pour essayer d'éviter les changements. Donc c'est une chose qu'un parent parte, mais c'est encore beaucoup plus dur quand le parent part et qu'en plus de ça, on doit déménager. Donc ça devient plus difficile. J'ai vu de près, j'ai suivi de près, Monsieur Mohamed Menjra, certains couples qui divorcent et un des deux fait tout pour justement faire sortir l'autre de la maison et que les enfants aussi sortent. Un petit message, s'il vous plaît, parce que le but ici, c'est que toute décision prise doit prendre en considération la sécurité émotionnelle de l'enfant. On ne peut pas jouer avec ça. La vengeance, instrumentaliser les enfants pendant cette vengeance, je ne sais pas, moi je trouve pas les mots. Si vous avez quelque chose à rajouter, je vous écoute. Moi aussi je trouve pas les mots. J'ai vu des choses autour de moi, j'ai accompagné des personnes qui sont passées par des moments difficiles. Moi, il y a des comportements que je ne comprends pas. On a l'impression qu'on a envie de faire payer les enfants pour ce que l'autre parent a fait. Il y a des parents qui te disent oui, mais si je donne aux enfants, ça veut dire que je donne à la mère ou je donne au père.
Non, si vous donnez aux enfants, si vous faites pour les enfants, c'est pour les enfants, c'est vos enfants. Soyez généreux, soyez attentionnés. Non, pourquoi moi je vais lui donner ça alors que c'est à sa mère de lui donner ou c'est à son père de lui donner. Quand vous pouvez faire quelque chose, faites-le. Faites-le au nom de la générosité, faites-le au nom de l'amour, faites-le au nom du plaisir de partager et surtout, faites-le pour vos enfants. Mais commencez à dire non, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça pour punir ou pour que les choses ne soient pas aussi faciles pour l'autre. Parce qu'en fin de compte, c'est là le problème. C'est qu'il y a une personne qui souffre et qui veut que l'autre souffre aussi. Donc, elle va trouver tous les moyens pour que l'autre ex-conjoint souffre au maximum. Et dans la foulée, qui c'est qui souffre réellement? C'est les enfants. Et ça ne sert strictement à rien de faire souffrir l'autre. Ça veut juste dire, pour moi, personnellement, ce n'est que mon avis, ça veut dire qu'on n'a pas tourné la page. Dire qu'on a tourné la page et on veut que l'autre souffre... Non, je suis désolée. Quand on a tourné la page, quand on a compris, quand on a fait un travail sur nous-mêmes, on s'en fiche si l'autre avance ou recule, ou on s'en fiche en fait. On se concentre sur nous, sur les enfants, sur le bien-être des enfants, et surtout, si le couple s'arrête, la famille doit continuer pour l'enfant. Monsieur Mohamed El-Menjra. Exactement, je suis parfaitement d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des parents qui se comportent de certaines façons. Moi, j'ai vu des choses imprévisibles. Moi, je dis aux parents, s'il vous plaît, faites très attention parce que les conséquences de ce que vous allez faire, des fois, il y a certaines choses qui se payent à vie. On voit malheureusement beaucoup de suicides chez les adolescents, l'accès à la drogue, l'alcool, les mauvaises fréquentations. Tout ça, c'est souvent la conséquence d'un parent qui a eu un comportement qui n'est pas bien. Donc, vous ne voulez pas vivre avec une personne, vous ne voulez pas partager avec une personne, c'est votre choix. Mais que vous le vouliez ou non, vous avez toujours un devoir et une responsabilité envers vos enfants. Et une des responsabilités que vous avez envers vos enfants, c'est de donner l'exemple, de montrer que vous êtes quelqu'un de bien, que vous pouvez parler, que vous communiquez et que vous ne passez pas votre temps à détruire l'image que vos enfants ont de l'autre parent. Merci, Monsieur Mohamed El-Menjra. On arrive enfin, au fait de faire appel aux enfants pour témoigner contre un des parents au tribunal, ou même faire écrire à l'enfant une lettre. Et ici, certains juges refusent carrément les lettres écrites par les enfants parce qu'ils considèrent que c'est instrumentaliser l'enfant pendant la procédure de divorce. Est-ce que c'est dangereux de faire témoigner un des enfants ou les enfants au tribunal, Monsieur Mohamed El-Menjra? C'est très, 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 très dangereux parce que quand l'enfant grandit et qu'il réalise ce qu'il a fait, il en veut à mort à l'un des parents et il s'en veut à mort lui-même d'avoir fait du mal à l'autre parent. S'il vous plaît, n'impliquez jamais les enfants dans ces procédures, surtout quand c'est au tribunal. Laissez les enfants de côté. C'est un problème entre les parents. Le mariage, c'était entre les parents. Le divorce doit rester entre les parents. N'impliquez pas les enfants. S'il vous plaît, les conséquences sont catastrophiques. N'impliquez pas les enfants, les conséquences sont catastrophiques. Merci, Monsieur Mohamed El-Menjra. Alors, on arrive à la phase négociation, Monsieur Mohamed El-Menjra. Comment réussir la négociation pendant le divorce? Un des points qui est hyper important, ça peut paraître bête, mais le simple fait d'être bien entouré. Parce que être entouré de personnes toxiques qui nous donnent les mauvais conseils, ça peut encore plus empirer les choses. Alors, la première des choses, c'est que quand on divorce, on n'est pas là pour faire des affaires et sortir vainqueur. On est là pour tourner cette page douloureuse, qui est la fin du mariage, s'en sortir intact, émotionnellement et physiquement, et la personne, et le conjoint, et les enfants. Les gens qui cherchent à tout négocier durant le divorce, les gens qui veulent marquer le coup, les gens qui veulent que l'autre souffre, les gens qui veulent éduquer l'autre, tout cela fait durer la procédure, ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup de temps et tout le monde souffre. Donc s'il vous plaît, quand vous divorcez, n'en faites pas une affaire. Magnifique. Donc il faut aussi distinguer l'affectif du matériel, Monsieur Mohamed El-Menjra. Le but dans une procédure de divorce, numéro 1, c'est tourner la page rapidement. Et numéro 2, qu'est-ce que je peux faire pour que les enfants ne souffrent pas? Pour vous, Monsieur Mohamed El-Menjra, qu'est-ce qu'un divorce réussi? C'est d'abord un divorce rapide, c'est un divorce où les enfants ne sont pas trop affectés, c'est un divorce où les parents se comportent comme de vrais adultes responsables, c'est un divorce où les parents ont compris qu'ils sont rentrés honorablement dans ce mariage et ils ont un devoir de sortir honorablement
de ce mariage et de réussir leur divorce. Alors, ici en Belgique, M. Mohamed Mejra, il est, on va dire, obligatoire de prendre un avocat, même quand on divorce à l'amiable. Il y a l'avocat qui est là pour nous donner des conseils juridiques, qui est là pour faire appliquer les droits en fonction de la situation de chacun. Et il y a aussi le conseiller conjugal. Quand faire appel à ce conseiller conjugal? Est-ce qu'il faut prendre un conseiller conjugal commun ou individuel? Alors, si vous pouvez prendre des personnes communes, c'est mieux. Et si vous pouvez prendre un avocat pour les deux, c'est la meilleure des choses à faire. La pire des choses, chacun a son avocat. Donc, et ça va compliquer les choses. Donc, il y a l'avocat à part. Ça, c'est pour si on peut prendre un avocat pour les deux. C'est génial. C'est vrai, M. Mohamed Mejra, ça peut simplifier les choses et éviter aussi que ça dure longtemps. Plus ça dure, plus il y a de la rancune. Oui, absolument. Moi, j'ai divorcé après 15 ans de mariage. Je me suis remarié il y a 10 ans. Et quand j'ai divorcé, j'ai pris l'avocat de mon ex-femme, de sa famille. Je peux vous dire qu'avoir un avocat, avoir un interlocuteur, ça a rendu les choses beaucoup plus faciles et beaucoup plus rapides. J'aurais pu, moi, prendre un avocat et ça aurait causé des problèmes parce qu'il y aurait eu tellement d'allers-retours entre mon avocat et son avocat. Un divorce réussi, c'est un divorce rapide. Donc quand on prend un avocat, quand on prend un conseiller conjugal pour les deux parties, à ce moment-là, les choses se font beaucoup plus vite et moins de souffrance. Plus ça dure, plus on souffre. Donc c'est très important finalement de faire appel à un conseiller conjugal si on n'a pas les moyens, parce que tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. À qui parler, à qui demander conseil? Oui, je vous écoute. Choisir une personne que l'on respecte les deux, choisir un ami, choisir un sage dans la famille, identifier une personne qui peut en quelque sorte nous aider à nous asseoir autour d'une table et discuter. Il y a toujours quelqu'un qu'on peut les deux identifier, on dit très bien, cette personne-là, on peut la choisir. Donc ce n'est pas nécessairement quelqu'un que vous allez payer financièrement, mais c'est quelqu'un qui va essayer de mettre les grandes lignes de la séparation. Voilà. Parce que le but, c'est de s'asseoir autour d'une table, c'est de discuter. Et si on n'a pas la discipline, si on n'a pas la capacité, si on n'a pas le contrôle émotionnel pour le faire, eh bien, trouver une personne qui va pouvoir le faire. Bien sûr, tant qu'on peut éviter les avocats, tant qu'on peut éviter des gens externes que l'on va payer, c'est mieux. Mais malheureusement, des fois, on est obligé de passer par un avocat pour rédiger certains actes. Monsieur Mohamed Mejra, le signe que je suis sur le bon chemin, le signe que je vais, on va dire, que tout se passe bien pour moi, est-ce que c'est le fait que je n'ai plus de rancune, plus cette envie de vengeance? C'est ça, être sur le bon chemin? C'est ça, c'est un signe que je suis bien entourée? Oui. Alors maintenant, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, je dirais, logistique, qui est celui de où c'est que les enfants vont habiter, où c'est que je vais habiter, la garde, la pension. Donc ça, ces détails, plus on arrive rapidement à les mettre en place, mieux c'est. Et ensuite, il y a un travail que chaque personne doit faire sur elle-même pour tourner la page émotionnellement et pouvoir passer à autre chose, c'est-à-dire reconstruire une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre, repartir, bien sûr en donnant une période de répit, en prenant un temps de se remettre en question, de se poser les questions. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette relation? Parce que, quoi que vous le fassiez, il y a toujours deux versions, il y a toujours deux aspects. Un divorce, c'est jamais 100% la faute de quelqu'un. Les deux ont toujours des parts de responsabilité. Donc, on n'est pas là pour dire qui c'est qui a le plus de parts de responsabilité dans le divorce, mais on est là pour dire très bien, chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'il peut apprendre de cet échec? Qu'est-ce qu'il peut apprendre de l'échec de cette relation? Qu'est-ce qu'il va faire différemment la prochaine fois? Et si on sort de cette relation comme ça, beaucoup de gens réussissent leur deuxième relation, leur troisième relation et ont des vies extraordinaires après. Mais il faut être capable de vouloir apprendre, capable de se remettre en question et d'aller de l'avant. Alors, Monsieur Mohamed Mejra, je vais prendre un SMS. Bonjour Manel, bonjour Monsieur Mohamed Mejra, très intéressant le débat, je vous remercie. Donc, je suis divorcée depuis 6 ans et demi. J'ai tout fait pour que ma fille de 7 ans garde un lien avec son père, mais là, celui-ci ne tient pas ses engagements ni ses responsabilités, ce qui fait beaucoup de mal à ma fille. Donc, elle a fait accompagner sa fille par un neuropédiatre.
Et donc, la question suite du message arrive. Donc, la suite du message, elle est où? Je pense que pour pouvoir maintenir un dialogue sain avec son ex-conjoint, il faut que celui-ci puisse savoir communiquer et écouter. Monsieur Mohamed Menjra, c'était Zakia. J'avoue, je ne comprends pas comment on ne désire pas voir son enfant. Oui, c'est un problème, Monsieur Mohamed Menjra. On l'a déjà dit, il y a des parents qui divorcent et qui pensent qu'ils divorcent aussi de leurs enfants. Exactement. Pour eux, ils veulent faire table rase du passé et le passé inclut les enfants. C'est des parents qui sont bêtes, c'est des parents qui sont perdants. Les enfants sont une chance, les enfants sont une richesse, les enfants ne sont pas une charge. Donc si cette personne-là, elle est en train de considérer que ses enfants sont un coût financier et elle est bête parce qu'elle perd et la vie tourne, demain elle peut se retrouver dans une situation où elle aura besoin de ses enfants et ne le trouvera pas. Donc prenez vos enfants comme un trésor, considérez vos enfants comme une chance, comme une opportunité, faites tout pour les préserver, faites tout pour leur donner de l'amour et ne considérez jamais vos enfants comme une charge ou comme un centre de coût. Et donc là, Zakia, elle doit jouer le rôle du papa et de la maman Elle fait de son mieux, qu'elle donne le maximum d'amour et qu'elle ne touche pas à l'image et la perception du père. Il ne faut surtout pas dire « votre père ne fait pas ça, votre père est incapable ». Il ne faut pas détruire cette image. Il faut tout simplement essayer de maintenir cette image du père pour que l'enfant souffre moins. Parce que l'enfant, déjà, il souffre en l'absence du père. Magnifique, bonjour. Donc, si l'enfant voit que le papa ne respecte pas la maman, quel impact sur l'enfant? On peut expliquer à son enfant que c'est pas grave, ça arrive, que des parents ne s'entendent pas et qu'un parent refuse une communication. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Mohamed Menjra, que les parents ne s'entendent pas, c'est tout à fait normal, mais qu'on manque de respect, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Le respect n'est pas négociable. Le respect, ce n'est pas négociable. Monsieur Mohamed Menjra, encore beaucoup de questions, mais si vous permettez, je vais devoir prendre une courte page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Mohamed Menjra, spécialiste en transformation rapide. Réussir sans divorce, c'est la suite aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Rebonjour Monsieur Mohamed Menjra. Bonjour Manel. Alors, Monsieur Mohamed Menjra, quand on se marie ou quand on devient parent, il n'y a pas de mode d'emploi, d'accord? Moi, ce que je vous propose, Monsieur Mohamed Menjra, c'est écrire un livre, Réussir, qui s'appellera Réussir sans divorce. Ici en Belgique, il y a un livre déjà qui s'appelle Réussir sans divorce. Il se vend à la Fnac à 4,79 €. C'est 3 fois rien. Quand on décide de divorcer, allez acheter un petit fascicule, savoir que on est là pour l'intérêt des enfants, en cas d'enfant. Et s'il n'y a pas d'enfant, comme vous avez dit, on n'est pas là pour faire du business. Quand on divorce, on n'est pas là pour sortir gagnant d'une négociation. Et on n'est pas là pour éduquer l'autre ou pour punir l'autre, parce que c'est ça le problème. Quand quelqu'un divorce, vous avez par exemple quelqu'un qui a trompé l'autre, quelqu'un qui a eu des relations, l'adultère, quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur, l'autre conjoint a très mal et souffre. Ce qui est logique et compréhensible. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est que celui qui est en train de souffrir a pour mission non pas de se séparer dignement pour que personne ne souffre, mais a pour mission que l'autre paye pour son erreur, que l'autre paye pour cet échec. Vous n'êtes pas là pour faire payer l'autre, vous êtes là pour partager. Quand vous pouvez partager avec une personne, vous restez dans la relation. Quand vous ne pouvez pas rester avec la personne dans la relation, vous vous arrangez pour faire la séparation dans les meilleures conditions. Et c'est comme ça qu'on peut réussir son divorce. Mais vouloir faire payer l'autre personne, vouloir que l'autre personne souffre, non. De l'échec de la relation, non. Ça, c'est la chose qui fait très mal et qui après se retourne contre tout le monde. Vouloir que l'autre paye. J'ai encore une phrase qui résonne dans ma tête que j'ai entendue peut-être il y a plus de 15 ans. C'était quelqu'un de la famille qui a eu des problèmes. C'est une femme qui a eu des problèmes avec son mari. La première phrase, quand les problèmes ont commencé, il ne verra jamais ses enfants. C'était sa première décision. Catastrophique. Non.
Ça fait très mal. Ça va lui faire très mal à lui, ça va faire très mal aux enfants. C'est désolant, c'est désolant. Alors, vous allez écrire ce livre, Monsieur Mohamed Menjra, ou pas? Et j'espère que je l'écrirai. Un petit guide de quelques pages en langue arabe, parce qu'en français, il y en a déjà. Je ne sais pas s'il y en a en langue arabe, mais un petit guide tout simple. Si je peux, je le ferai. Et si je le fais, je le ferai avec toi. On le fera ensemble. Sauf que moi, je ne suis pas spécialiste en transformation rapide, monsieur. Non. Mais tu as quand même une très bonne expérience. Tu as un vécu. Tu as rencontré beaucoup de personnes intéressantes et je pense que tu as aussi beaucoup de choses à dire et on le voit dans tes émissions. Tu as beaucoup de choses intéressantes à dire. Merci, monsieur Mohamed El Menjra. Alors, monsieur Mohamed El Menjra, c'est un choix aussi que certaines personnes font, c'est éviter le tribunal à tout prix. Ils ont cette phobie de tribunal et ils laissent leurs droits parce que le tribunal aussi c'est mal vu. C'est la femme qui fait traîner par exemple son ex dans les tribunaux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tant qu'on peut éviter le tribunal, c'est mieux. Rien que le fait d'aller dans un tribunal avec les enfants, avec les interrogatoires, avec les audiences, c'est très très difficile, c'est très lourd. Déjà, le divorce, c'est quelque chose de pénible, de lourd. C'est un changement radical, c'est un changement profond. Donc, s'il vous plaît, tant que vous pouvez faire les choses à l'amiable, faites-les. Apprendre à faire les choses qui sont dans votre intérêt, c'est-à-dire de se séparer à l'amiable et pas de faire les choses pour avoir raison. Ne laissez pas votre ego prendre le dessus. Ne laissez pas votre ego prendre le dessus. Le dessus, on a déjà fait une émission sur ça. Les dangers de laisser son ego prendre le dessus. Monsieur Mohamed Menjra. Voilà notre exemple, la procédure de divorce. Exactement. Alors, c'est toujours la même question, mais est-ce que je dois aussi, carrément au prix de laisser mes droits, je laisse mes droits au prix je laisse mes droits, parlant à la pension alimentaire et tout ça, juste pour éviter les tribunaux, c'est une bonne idée ? Si vous pouvez vous en sortir sans aller au tribunal, si les concessions que vous allez faire sont supportables, faites-le. Mais si maintenant vous vous retrouvez dans une situation qui va vraiment vous léser, non. À un moment, des fois on n'a pas le choix, mais vraiment, ne laissez le tribunal qu'en dernier recours. D'accord. Alors, comment se projeter dans l'avenir, monsieur Mohamed El Menjra? Décision prise, divorce prononcé, comment se projeter dans l'avenir? Il faut se dire qu'on est là pour construire une nouvelle vie. On est là pour se dire qu'il y a des personnes extraordinaires, il y a 4 milliards de personnes de chaque sexe, il y a 4 milliards de personnes intéressantes, il y a des gens qui sont passionnants, il y a des gens qui veulent aussi construire. Ne pas généraliser, il ne faut jamais dire « de toute façon, toutes les personnes sont comme ci ou comme ça ». Ne pas se victimiser, « moi j'ai pas de chance, pourquoi moi mes relations ne marchent pas ?» Mais par contre, se poser la question « qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je ferai différemment? Et comment je peux sortir meilleur de ce divorce? Prendre soin de soi. Quand on passe par des moments difficiles, se faire accompagner. Et surtout, le plus important, s'entourer d'un tissu social. Ça, c'est important. Les amis, la famille, ne pas rester seuls. Parce que sinon, on va sombrer dans une détresse qui va des fois nous pousser à prendre certains médicaments type antidépresseurs. Et ça, c'est pas une bonne chose. Dernier message sur Instagram et je suis contente d'avoir reçu ce message. C'est un très très long message, je ne citerai pas le nom. Ce qui m'interpelle, monsieur Mohamed Menjra, c'est qu'elle dit elle est divorcée depuis 10 ans. Donc 10 ans, monsieur Mohamed Menjra, elle est encore en train de parler des détails de son divorce. C'est malheureux. C'est tout ce que j'ai à dire à cette auditrice. Les enfants ont grandi et vous êtes encore en train de parler de votre divorce. Je trouve que c'est très malheureux pour vous parce que peut-être l'ex, il a déjà tourné la page, il a refait une famille ou pas, ou il est en train de voilà, tout simplement tourner la page et vous êtes encore là à en parler. C'est un très mauvais signe. C'est un très mauvais signe et c'est une mauvaise stratégie parce qu'elle croit qu'en parlant de son divorce, elle va attirer l'attention vers elle, elle va attirer l'affection vers elle. Moi, je pense qu'il y a d'autres façons d'attirer l'affection, c'est de construire une nouvelle relation avec une personne qui va vous aimer et vous apprécier pour qui vous êtes. Mais attirer l'affection et attirer l'attention en parlant de ses malheurs, c'est pas une bonne chose. Et jouer justement ce rôle de victime aussi n'arrange pas les choses, monsieur Mohamed El Menjra. Si on a divorcé, c'est qu'on est tous les deux responsables de ce qui s'est passé. Absolument. On a tous, exactement. Un divorce, il faut 2 personnes pour se marier, il faut 2 personnes pour divorcer. Et l'échec, ça veut dire que les 2 personnes, peut-être dans des proportions différentes,
n'ont pas réussi à maintenir la relation. En clôture ce sujet, Monsieur Mohamed El Menjra, est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Il faut éviter, quand vous sortez d'une relation, de plonger directement dans une autre. Il faut se donner un petit peu de temps, le temps de digérer son divorce, de renforcer son tissu social, prendre soin de sa santé, ça c'est très important, beaucoup de sport. Ne jamais essayer à récupérer l'autre, voilà. Parce que quand on sort de sa zone de confort avec le divorce, on a envie de revenir vers cette zone de confort et on se dit, tu sais quoi, mon ex me manque, je vais reprendre avec lui. Très fortement déconseillé, ça marche rarement. Continuer à croire en l'amour, c'est l'essence de la vie. Ne pas essayer de réécrire le passé. Se rappeler que chaque personne est exceptionnelle, chaque personne est extraordinaire. Chaque personne a des choses à apporter, à contribuer. Et il n'est jamais trop tard et il n'est jamais trop tôt de construire une relation extraordinaire et de trouver l'amour. L'amour est là, il faut tout simplement aller le chercher. Mais pour le chercher, il faut y croire. D'accord, j'ai encore 30 secondes. Mon ex a changé son comportement avec moi depuis que je me suis... Alors là, je n'ai pas la suite du message. Raccroche et ne répond plus à mes messages ni appels, ne répond même pas à mon salam. C'est incroyable. Pourtant, c'est lui qui... bon, j'ai pas la suite des messages. Il ne respecte plus la garde. Quand on a quelqu'un qui ne respecte pas la garde, Monsieur Mohamed El Menjra, qui refuse de communiquer pendant la période du divorce, que faire? 30 secondes. C'est difficile, il faut s'accrocher. Trouver quelqu'un qui peut lui parler. Malheureusement, des fois, on est obligé de passer par le tribunal pour récupérer les droits des enfants et protéger les enfants, surtout sur le côté financier. Mais trouver quelqu'un qui peut lui parler, c'est une période difficile, il faut s'accrocher. Merci, Monsieur Mohamed El Menjra. Merci du fond du cœur d'avoir répondu à mes questions et aux questions des auditeurs. Merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci, très chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.